Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Mise en Page. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle aujourd'hui de Mise en Page. Je suis heureux de vous la présenter, bien sûr, pour Radio Vassivière, RTF Limoges, Radio Margeride, les radios de Nouvelle-Aquitaine, de Nouvelle-Occitanie et puis partout dans le monde finalement grâce à Internet. Nous avions réalisé au mois de mars dernier une émission autour de Les Deux Beunes, le dernier livre de Pierre Michon. Et nous n'avions pas eu d'interview de Pierre Michon. Et puis, l'occasion était donnée d'en faire une, il y a quelques jours, il y a 10 jours. J'ai rencontré Pierre Michon, je suis allé le voir, là où il se repose, et nous avons discuté pendant un long moment. Donc c'est une interview de Pierre Michon que je vais vous livrer dans la deuxième partie de l'émission. Une interview absolument inédite, longue, riche, importante. Donc, je pense que cette émission, pour ceux qui aiment Pierre Michon, pour ceux qui aiment la littérature, elle va compter. En plus, autour de ces deux beunes et autour de Pierre Michon, des invités exceptionnels, notamment Yannick Enel. Yannick Enel, vous le connaissez, il est écrivain, il a écrit l'année dernière Le Trésorier Payeur, qui a rencontré un grand succès, publié chez Gallimard. C'est un amoureux de Pierre Michon, il connaît bien l'œuvre de Michon. Et il a écrit pour Charlie Hebdo en avril dernier un très beau papier. Je lui ai demandé de s'exprimer au sujet de l'œuvre de Pierre Michon des Deux Beunes. Il a accepté, nous allons l'écouter tout à l'heure. Pour l'instant donc, retour sur Les Deux Beunes, Pierre Michon, des chansons également, des lectures aussi, de fragments de cette œuvre très importante, Les Deux Beunes qui vient de paraître chez Verdier. Et en fin d'émission, en deuxième partie, dans à peu près 20-25 minutes, une interview inédite exceptionnelle de l'auteur Pierre Michon. Bonjour Yannick Enel. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Non pas pour parler de votre travail, quoique, d'écrivain, mais pour parler de Pierre Michon et notamment des Deux Beunes. Oui, c'est aussi votre travail parce que en avril dernier, vous avez fait paraître à Charlie Hebdo un très beau papier sur justement ces Deux Beunes. Vous connaissez Pierre Michon, vous connaissez bien son travail. Que pensez-vous de ces Deux Beunes? Je pense que vous allez me redire un peu ce que vous avez dit dans Charlie Hebdo, mais tout le monde ne lit pas Charlie Hebdo malheureusement, parce que c'est un très grand journal. Et j'aimerais pour les auditeurs de Mise en Page que vous nous parliez un peu de ce livre de Pierre Michon, ce dernier livre-là, Les Deux Beunes, que vous avez défendu, et non pas descendu, hein, j'ai bien dit, défendu En dans effet, Charlie. oui. Oui, bon, j'aimais déjà énormément La Grande Beune, qui était sortie en 1996 et qui pour moi était non seulement un livre qui m'accompagne, mais qui a irrigué ma propre écriture. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore professeur dans un lycée et il m'arrivait d'étudier, comme on dit, avec les élèves de première, l'incipit en fait, de La Grande Beune. Et c'est un modèle de style et c'est aussi un modèle de scansion, de souffle. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y ait donc non pas une suite, mais une relance, comme il dirait lui-même, 27 ans après. Donc la petite beune qui, à mes yeux, est encore plus grande que la grande beune. Et ce qu'il y a de beau et de tout à fait inouï, c'est que Pierre Michon ose parler du désir sexuel des hommes. Oui. Comme vous le savez, ça devient une question très gênante dans la société si elle est mal contrôlée. Et autant la Grande Beune, le premier livre porté sur la frustration, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, un jeune homme qui est tout tendu de désir vers la merveilleuse buraliste Yvonne, mais qui garde ça pour lui. Autant cette deuxième beune, la petite, qui est une espèce de dévalement en fait, va vers l'assouvissement. Un assouvissement qui est retardé, mais quand même là on a un accord de la buraliste. Enfin, c'est très beau. Je vais pas non plus déflorer. Enfin, je sais pas si le mot est bien choisi, mais je vais pas raconter ce qui s'y passe. Mais en tous les cas, il y a cette tension sexuelle qui est à l'œuvre dans chaque phrase de la Grande Beune. Je dis à l'œuvre dans les Deux Beunes, puisqu'on dit comme ça maintenant, puisque c'est ce double livre. Ouais. Et c'est cette tension sexuelle qui m'intéresse parce que je pense qu'elle a à voir avec l'écriture elle-même. Pierre Michon, avec ce livre, nous révèle, alors vous me direz, on le découvre chacun tout seul de notre côté, mais quand même il a osé l'écrire. Il nous révèle à quel point l'obsession sexuelle, pas seulement la sensualité, mais l'obsession sexuelle est carrément à l'œuvre
dans ce qui s'appelle la littérature. Et on a beau faire croire que c'est pas vrai ou que c'est mineur ou minoritaire, Michon a raison d'appuyer là-dessus en disant que c'est le cœur des choses. Voilà, donc pour moi c'est d'abord un grand livre grâce à ça. Et après, ce que ça raconte, c'est aussi merveilleux parce que il y a le fait que entre un homme et une femme, quand il y a du feu, quand il y a du désir. Alors je dis un homme, une femme, ça peut être deux hommes ou deux femmes, enfin on s'en fout. C'est quand il y a du feu, quand ça s'allume, eh bien ça devient immémorial. Ce que raconte ce livre, c'est aussi qu'il y a toujours Lascaux, il y a toujours la grotte originelle qui crépite. Voilà, dans le désir. Le désir, c'est la première chose, c'est l'origine. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un anthropologue ou un paléontologue. On se débrouille chacun dans notre vie, et chaque fois que le désir s'allume, c'est comme si on était à l'origine du monde. Voilà, c'était d'ailleurs le titre que Michon voulait donner d'abord à son livre L'origine du monde, en l'empruntant à Courbet, vous savez, ce tableau où on voit le sexe d'une femme qui s'ouvre. Et bon, voilà, j'aime bien aussi dans ce livre que poétiquement crépite tout l'attirail, je sais pas péjoratif, hein, tout l'attirail fétichiste du désir, enfin les jartelles, les hameçons, il y a un petit renard qui passe, il y a toute une chasse. Métaphoriquement, c'est un livre très tendu, très saturé. Et voilà, dans cette ardeur qui est le sujet de ce livre, il y a un lyrisme immense et franchement, je conseille les 10 dernières pages. Alors, faut y arriver aux 10 dernières pages, faut tout lire. Les 10 dernières pages aux lectrices et aux lecteurs, il y a quelque chose qui ne s'est jamais écrit à ce point-là, je pense, dans la littérature française. Enfin, c'est comme si Flaubert s'était libéré de sa sobriété volontaire. C'est comme s'il avait donné libre cours à ce qu'il faisait dans Salammbô ou dans La Tentation de Saint-Antoine. Mais sur fond, comme s'il avait lu Lacan, sur fond sexuel, vous voyez. Donc voilà, je crois que c'est un livre qui parle du secret du monde, voilà, le secret du monde qui se niche au cœur des bois. Et au cœur des bois, ce qui se passe, c'est une femme inaccessible qui peut-être enfin va se donner. Qu'est-ce qui se passe quand l'inaccessible est atteint? Voilà, c'est le sublime, peut-être, je sais pas. Peut-être. Est-ce que l'écriture de Pierre Michon peut inspirer une autrice ou un auteur aujourd'hui? Alors, c'est une très belle question. Je pense qu'il y a un effet de mimétisme suscité par l'ampleur de cette écriture, dont je pense qu'il vaut mieux se garder, parce que on peut être tout à fait complètement dévoré par l'influence de Pierre Michon. Enfin, il m'arrive de voir comme ça furtivement dans la littérature contemporaine que je suis de près des impacts de Michon sur nous. Alors, il y en a sur moi. Et c'est pas que je veuille les amoindrir, mais je pense que bon, il faut évidemment, tout le monde sait ça, enfin on est à la recherche de son propre style. Je pense que Michon a irrigué et continue à irriguer la littérature française contemporaine. Il l'a aussi libérée, enfin d'une certaine sclérose, et il y a une audace, enfin chez lui. Bah oui, c'est l'évidence. C'est comme Faulkner qui a agi de manière séminale sur lui. Lui, il agit de manière séminale sur beaucoup d'écrivains. Moi, je cherche quelque chose qui est très proche qui croise les chemins de Michon. Après, voilà, il y a notre propre script mental, libidinal, qui s'écrit tout seul, enfin, et qui se cherche. Mais Michon, moi, la découverte de Michon, c'est-à-dire Les Vies minuscules, ça a été fondateur. Enfin. Et ce genre de livre-là, Les Deux Beuhn, à mon avis, c'est un livre très très contagieux. Alors, il y a de très belles contagions. Ça s'appelle l'amour, hein, la plus belle des contagions s'appelle l'amour. Et puis il y en a dont il faut un peu il faut la limiter, parce que sinon on se met à écrire en Michon. Donc je pense que c'est pas mal. Enfin bon, voilà.
Je remercie beaucoup Yannick Henel. Il y a quelque chose aussi dont on aurait pu parler, c'est votre lien avec Michon, autour des thèmes que vous abordez, c'est l'art, puisque à travers les deux Beunes aussi, l'art est très présent dans ces grottes très anciennes, ancestrales, qui nous ramènent à nous-mêmes. Et vous aussi, vous êtes un auteur qui aimait l'art. Vous avez travaillé sur Bonnard, Caravage. Bientôt, un peintre qu'on aime beaucoup, et là vous êtes en train de le préparer, mais on n'en dit rien si vous voulez, puisque ce serait la surprise pour la rentrée Oui, prochaine littéraire, j'imagine. pour Euh, janvier de l'année prochaine, oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu Yannick Henel dans Mise en Page. Je pense que ça va faire très plaisir à Pierre Michon, toutes les belles choses que vous avez dites. Et on vous retrouve avec grand plaisir dans Mise en Page à l'occasion. Et puis cet été, pourquoi pas, à travers différents salons ou à la rentrée, à travers différentes rencontres littéraires, c'est possible. On verra tout ça. Je pense que il y a Chaminadour déjà. Mhm. Je serai présent à Chaminadour pour Formidable. Dante. Et j'espère que Pierre Michon sera là aussi, parce que je pense qu'il a beaucoup à dire sur Sur le non sujet. pas sur l'enfer, mais sur le paradis, je crois. Ça serait bien qu'il s'exprime sur le paradis, voilà. Espérons qu'il C'est sera un avec appel nous. que je lance. Très bien, il sera avec nous, on l'espère tous et toutes. Un grand merci Yannick Henel et bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. I put a spell on you because you're mine. You better stop the thing now.
Mise en page aujourd'hui, spécial entretien avec Pierre Michon. Pierre Michon est sans doute, je ne veux pas dire l'écrivain, mais un des écrivains les plus importants de notre époque. C'est une immense chance que nous avons de pouvoir côtoyer Pierre Michon, de pouvoir écouter Pierre Michon. J'ai eu l'immense honneur de l'interviewer il y a quelques jours. Et pour Mise en page, il a bien voulu répondre à quelques questions. Vous allez pouvoir écouter cet entretien tout à fait exceptionnel dans, 3-4 minutes. Le temps, pour moi, de vous lire un petit extrait de l'œuvre Les Deux Beunes, La Petite Beune, qui vient de paraître chez Verdier. Un moment très beau, à mon avis, où nous découvrons cette Dordogne à travers le regard de Jean, son métier. Il est pêcheur. Et vous allez voir cette écriture prodigieuse de Michon, comme vous le disiez tout à l'heure, Yannick Enel. Et puis, pour ceux qui aiment Pierre Michon, vous le savez déjà, que c'est un prodige de l'écriture. J'espère que vous allez vous en rendre compte grâce à ce petit extrait. C'était en cela que Jean dérapait. En cela qu'il était ce qu'on appelle un rigolo, c'est-à-dire un homme inapte à gagner sa vie, mais qui de cette inaptitude a fait sa vie même. Il était à la tête pourtant d'une collection d'objets qui formaient une espèce de capital, mais qui étaient plutôt des moyens de production, puisque cela s'accroissait avec le temps, avait coûté pas mal d'argent, et était tenu sous un cadenas dans le petit hangar que Jean-Jean lui avait concédé, tout comme la grange où la moissonneuse, 11 mois sur 12, dormait, où 12 mois sur 12 s'ouvrait la caverne. Et ce capital en retour emplissait chaque nuit sa besace de poissons d'argent. Les 1000 pièces qui courent sous la rivière et qui, arrachées à la rivière sous la lune, brillent depuis le billon des ablettes jusqu'au pur lingot des carpes, la fausse monnaie des poissons-chats et des loches. Mais jamais le grand esturgeon, le maître de l'art, la valeur et la loi. Et certes, si les poissons qu'on dit d'argent l'étaient véritablement, c'est-à-dire incorruptibles, œcuméniques, précieux non pas seulement à l'œil et à la langue, mais par une secrète capacité à courir de chose en chose, en valant pour toute chose, alors Jean eût été riche. Mais ce trésor d'écailles qu'il monnayait chez les restaurateurs du coin, surtout en été, quand les touristes, après 2 heures d'ennui et des mois mitigés sous Lascaux, font de Gaume, la Ferracie, remontent les gorges d'enfer, s'éblouissent de plein jour et allongent leurs jambes dans une guinguette au bord de l'eau parmi les feuilles, jouissent de se sentir contemporains de leur simple plaisir et non plus du vieil homme ténébreux qu'ils ont vu sous la terre, mais mangent du même poisson que le vieil homme, le trouvent à leur goût, et comme le vieil homme, ont des mots pour dire qu'il est à leur goût, et que le sont aussi les feuillages et le jour, la rivière, ce trésor d'écailles et de chair neigeuse qui finissait dans le ventre des touristes lui permettait tout juste à Jean d'acheter son tabac, de mettre du mélange dans sa mobilette et de payer à des acolytes ou des gendarmes ces grands demi de bière qui, sans décoller du comptoir, vous transportent impeccablement de l'autre côté. Jean-Michel Arnaud. Mise en page. Je suis très heureux, Pierre Michon, de pouvoir discuter avec vous de ce livre qui est sorti en mars, qui est paru chez Verdier. Ces Deux Beunes, très attendus. On est ravis de pouvoir vous lire après pas mal d'années, puisque les 11 étaient sortis il y a un peu plus de 10 ans. Et voilà la grande surprise, la grande merveille pour ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux, cette petite beune qui fait suite à la grande beune. Comment vous est venue l'idée, Pierre Michon, de l'écriture de ce texte qui s'intitule « Les Deux Beunes » ? D'abord, c'est pas l'écriture des Deux Beunes que j'ai eue, c'est celle de la grande beune, le premier volet. On m'avait demandé un texte pour la NRF et je sortais d'un moment
où j'avais fait des textes où il fallait beaucoup de documentation. Le Rimbaud, par exemple, Rimbaud le fils. Et j'ai voulu faire un texte au départ décontracté, c'est-à-dire une histoire de désir qui se passerait entre un jeune homme et une dame dans parce que à la même époque, on m'avait offert le gros album des grottes ornées préhistoriques. Et j'ai dit, tiens, je vais placer tout ça sur les grottes et ça donnera au désir, puisque ce désir est d'un jeune homme pour une dame plus âgée, ça donnera au désir quelque chose de plus antique, de plus originel. C'est, vous savez, la question de l'originel pour moi est capitale parce que c'est peut-être l'absence du père dans ma vie qui a fait ça au départ. Mais l'originel, pour moi, ça marche tout le temps. L'origine du langage, l'origine du monde, du Big Bang, l'origine des hommes, les espèces, les anthropoïdes, etc. Quand est-ce que ça passe à ce qu'on appelle homo? Quand? Tout ça est... On le sent à travers les thèmes de ces deux beunes, que ce soit dans la grande beune ou la petite beune, les origines. On sent que ce soit à travers l'amour, que ce soit à travers l'alimentation. Jean le pêcheur, par exemple, ce poisson extraordinaire, cette façon instinctive, cette façon originelle de la chasse. Et les arts aussi, ces trois thèmes. On a l'impression que c'est ce qui ressort. Et on se dit aussi, tiens, ces personnages qui sont contemporains, ils habitent des maisons, un village qui existe, ils sont en mobilette, et puis à côté, il y a le mythe, les mythes, la profondeur, très profonde dans cette humanité, dans nous-mêmes aussi. On voyage chez vous, Pierre Michon, dans ces deux beunes, dans cette humanité lointaine et proche. Alors, où est le mythe? Où est le réalisme? Comment est-ce que vous jouez avec ces deux notions? C'est le plus important. Dans tous mes livres, d'ailleurs, le réel, je crois, ne m'intéresse pas. Le réel simple, brut. Je lis beaucoup de livres où le réel, où il n'y a que du réel. Et j'aime beaucoup ces livres, qui sont la plupart des livres. Moi, il faut que je mythologise mon sujet pour le rendre agréable à écrire et agréable à penser. Et ça se fait le plus souvent par des métaphores, par des alliances de mots qui s'appliquent à une multitude de choses. Regardez par exemple dans la première partie, je n'emploie pas le verbe bander, au sens sexuel. Je l'emploie dans la deuxième partie une fois. Mais dans la première partie, je dis « ceci me poussait au ventre », comme une branche, comme une... vous voyez, parce que La Grande Beune, enfin ces deux livres, sont des livres où le désir de ce jeune homme est tel que le monde entier n'est plus qu'un vêtement d'Yvonne. Je dis en blaguant des fois à des copains, le monde, c'est la petite culotte d'Yvonne. Et effectivement, je fais tout pour que le paysage ait des mots qui relèvent aussi bien du corps de la femme que du paysage. Est-ce que vous êtes... Par exemple, des exemples très simples et très cons, là, mais enfin bon. Je dis pas, quand il va arriver à son but, je dis pas je passais le pont,
Je dis, j'enfilai le pont. Je fus sur l'autre lèvre. Vous voyez, c'est une... oui, c'est une façon de mythologiser tout ça. Mythologiser et sexualiser. Parce que qu'est-ce que c'est sexy là. Ah oui, la petite beune est extrêmement bandante. On peut le dire si on veut, on peut dire aussi très érotique si on est plus poli, ou on peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça fait de l'effet. C'est un livre qui nous plonge dans les odeurs d'Yvonne. La terre aussi est sexualisée. La grotte, évidemment. Le toucher, la vue, vous savez, tout est sexualisé. Les grottes, parmi les théories des pas historiens, une des théories, c'est que c'est moins les peintures qui importent que la grotte qui est l'orifice matriciel d'où est sortie l'humanité, ou bien, on ne sait pas, mais les peintures ne font que la tatouer, en quelque sorte, à l'intérieur. C'est une belle image. Le bandeau que vous avez choisi, que Verdier a choisi pour illustrer votre livre, Les Deux Bonnes, c'est vous qui l'avez choisi. Ah oui, formidable. C'est une photographie, donc prise dans les grottes. Oui, c'est en grès, dans une grotte près de Paris, bizarrement, à Fontainebleau. Bon, la photographe, ou le photographe, je ne sais pas, a fait en sorte qu'on pense effectivement au tableau de Courbet, l'origine du monde. Mais les graveurs et peintres préhistoriques se servaient souvent de quelque chose qui existait dans la caverne pour faire leur figuration. Et là, il existait ça. Et un petit bout de ça. Vous êtes en train de montrer avec l'ouverture, le sexe de la femme, et puis ce qui dessine l'aine des cuisses, finalement, le pli des cuisses. Bien fait, tout. Là, on voit qu'il y a un préalable, parce que c'est coudé. Vous voyez, la ligne est coudée, alors qu'elle ne le serait pas s'ils l'avaient dessinée eux-mêmes. Elle serait comme de l'autre côté. Oui, la photographie est parfaite, elle illustre parfaitement. Elle est aussi métaphorique, elle invite à la poésie. Et votre livre, Pierre Michon, Les Deux Bonnes, est un des livres les plus poétiques que vous ayez écrit, je crois. Est-ce qu'on peut parler de poésie avec vous ? Qu'est-ce que ça veut dire, poétique ? Je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, poétique ? Moi, je pense que votre livre dégage une immense poésie, parce que je me demande si vous n'êtes pas un peu baudelairien dans votre Est-ce que les correspondances, on y pense, le symbolisme, pourquoi pas ? Vous le citez d'ailleurs, Baudelaire. Vous dites de lui, c'est un poète de février. Ça veut dire quoi, cette idée-là, ce poète de février ? Non, c'est parce qu'à ce moment-là, dans le texte, je suis en colère contre Baudelaire. Ouais. Parce que Baudelaire, Mado, il passe tout son temps, il me casse les oreilles avec Baudelaire, et je le jette. Et je dis, non, c'est pas à tort. Je veux dire par là qu'il n'est pas un poète d'été, que c'est un poète fin d'automne, hiver, printemps gorgé de pluie. Voilà. C'est effectivement un poète dont la saison est fin d'automne, hiver, printemps gorgé de pluie. Et là, nous sommes à la Pentecôte, à ce moment-là, et il fait un brouillard phénoménal. Il y a aussi les bijoux, quand même. La très chère était nue, et connaissant son corps, elle n'avait gardé que des bijoux sonores. Oui, et d'autre part, le texte de la Grande Bonne est extrêmement fétichiste, avec les bijoux de cette dame, ses hauts talons. Bien sûr. Les accessoires ont beaucoup d'importance. J'ai beaucoup aimé la préparation des corps
d'Yvonne et de Pierre, puisqu'il s'appelle Pierre d'ailleurs, il faudra qu'on en parle, cette préparation des corps avant l'acte, avant la fusion, j'allais dire. On s'habille en homme, elle s'habille en femme, elle se déguise en femme, c'est ce que vous dites, et j'allais me déguiser en homme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de travestissement, de déguisement, de préparation à l'acte amoureux? Je crois, vous savez, que c'est vrai que quand on est cisgenre, quand on est transgenre, il arrive que les deux hommes, ou un homme, je n'en sais rien, mais se déguisent en femme. Pointe les enfin, je ne sais pas. Hein. Et là, en général, pourquoi les femmes se maquillent-elles? Pour afficher qu'elles sont femmes. Pour l'afficher, le redoubler, etc. Pourquoi elles portent des talons? Pareil. Les hommes, pourquoi mettent-ils des cravates et des costards, etc. Pour la même raison, pour afficher la virilité. Maintenant, c'est plus des costards, c'est des blousons, des slims, etc. Mais... La parade animale, vous voulez dire? Oui. Serions-nous que oui, cela? c'est exactement une parade animale, mais qui dure tout le temps, qui n'a pas de saison, qui n'a pas de... Et j'aime, quant à moi, que la femme se déguise en femme. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un doute là-dessus, quoi. Est-ce que vous avez une part féminine, vous, Pierre Michon? Vous savez pourquoi je dis ça? Je pense à Philippe Solers, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui disait, dans un couple, en fait, on est 4. Il y a l'homme, avec sa part masculine, mais sa part féminine, et la femme, avec sa part masculine et féminine. Vous aimiez beaucoup Solers? Oui, j'aimais beaucoup Solers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment? Je pense que c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et dans le sexuel, certains hommes choisissent leur part féminine, certaines femmes leur part masculine. Cependant, reste cisgenre. Ou c'est l'inverse. Les hommes rehaussent leur part masculine et les femmes rehaussent leur part féminine. Et cet équilibre-là donne les plus belles choses du monde, les choses les plus fortes en tout cas. La sexualité, c'est important. Bien sûr. J'étais troublé par... Pardon, Pierre. Allez-y. J'étais troublé par la première ligne dans l'épigraphe là, de votre livre. La terre dormait, nue et tourmentée, comme une mer dont la couverture aurait glissé. La mer dont la couverture aurait glissé. Et puis la dernière phrase du livre, qui est donc... Je revis en un éclair la grotte toute blanche, c'était du lait. Est-ce qu'il faut y voir du sperme ou du lait maternel? Est-ce qu'il faut y voir de l'inceste? Est-ce qu'il faut voir en Yvonne la mère de Pierre? Mystère. Effectivement, ce texte est très édipien. Il est extrêmement édipien. C'est un jeune homme de 17 ans qui désire une femme de 40 ans, comme là. C'est un texte qui parle de l'Oedipe. Et comme il y a la terre en dessous, avec son origine, donc, entre guillemets, parce que c'est tellement galvaudé, la terre-mère, c'est... oui. La grotte, c'est aussi l'endroit où on est à l'abri, comme dans le ventre de sa mère. Non, il n'est pas à l'abri. Parce qu'il en est sorti, il va y revenir et il rame. J'aime le côté animal aussi de Pierre. Tiens, Pierre, parlons-en de Pierre du narrateur, on le sait, parce qu'à un moment, il dit Monsieur Pierre. Il y a un rapport avec vous, avec ce Pierre-là, ou est-ce que vous êtes plus
Jean, ou est-ce que vous êtes plus Jean, ou est-ce que vous êtes un peu Yvonne, ou est-ce que vous êtes un peu Hélène? Est-ce que on vous retrouve dans les personnages? Je suis Pierre. Vous êtes Pierre. Je suis Pierre. Je suis Pierre. Vous l'avez vécu, ça, donc? Il y a toujours, dans mes textes, il y a toujours, je m'efforce toujours pour que le narrateur apparaisse à un moment ou à un autre, ou bien que ça soit un personnage secondaire, mais qui est Pierrot, Piotr, Peter, je m'arrange toujours. Et là, c'est Pierre, ça apparaît une seule fois d'ailleurs, comme le verbe bander. Monsieur Pierre. Donc, elle comment dire, cette dame si impressionnante, se fait la vassale de ce Pierre en l'appelant Monsieur Pierre. Et là, il dit, c'est dans la poche, ici. Et c'est effectivement dans la poche. Parce que c'est Yvonne qui fait tout dans les décisions du texte. C'est elle qui décide de tout. Elle a l'air d'être une victime, etc. Pas victime, non, mais de souffrir. Désormais, il est vrai que Jean est un peu bizarre. Mais c'est elle qui choisit. Et dès le début, elle voulait ce jeune homme, mais elle voulait faire durer le désir jusqu'à ce qu'il s'avoue dans ce jeune homme et ce qui passe à l'acte. Oui. C'est un livre du désir, bien évidemment. C'est un livre sur cela, sur la profondeur de notre ventre. Il y a du ventre là-dedans, il y a du corps, évidemment, dans ces deux beunes. Ça nous parle, ça résonne à l'intérieur. Aussi par rapport au côté archéologique des choses, je reviens un petit peu. Vous parlez de ce vieil homme que les touristes ont aperçu comme ça, sous la terre, et ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent s'allonger, manger du poisson, sans savoir que ils ont mangé aussi de ce poisson, de ce vieil homme. Je trouve que vous avez un regard sur les temps passés extrêmement tendre, extrêmement, comment dire, généreux et très doux. Ça vous ressemble, Pierre Michon, cette douceur-là, c'est-à-dire d'englober les temps, d'englober les époques, sans mépris. Et au contraire, en disant, on n'est pas très différents de ces gens. Oui, très souvent, l'historique, dans une phrase qui n'a l'air de rien, est présent, plongé en gouffre. Je ne sais pas, dans les deux beunes, enfin, surtout dans la grande beune, il y a tout un côté que je n'ai pas assez exploité, qui allie l'homme archaïque, l'homme qui est arrivé chez nous il y a 50 000 ans, enfin le vrai, le homo, la deuxième ou la troisième lignée de homo, quoi, après Néandertal, après un autre, enfin, bref. Il y a quelque chose en moi qui les voit comme des Indiens, comme des grands Indiens des plaines des États-Unis. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de tendresse pour eux d'abord, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher la guerre avec les Blancs. Vous savez, c'est pas les Blancs qui ont subi beaucoup. Hein. Et ensuite, parce que un rapport à la nature? Leur rapport à la nature, oui, mais pas seulement. Leur mythologie, Et puis là, dans les deux beunes, je pensais, qui sont deux petits fleuves, dont je fais des grandes rivières, mais je pensais souvent à la Bigorne et la Little Bigorne. Vous savez, qui sont deux rivières
dans le Visconti, non, plus loin, dans le Wyoming, je pense, ou dans le Dakota, qui sont deux rivières à la confluence de laquelle les cavaliers de Crazy Horse, le chef indien, ont massacré le régiment du général Custer s'appelait, je crois. Et l'Indien, dans la Grande Beune, est quelque part. Oui, vous êtes encore dans les correspondances. Hein? Vous êtes encore dans les correspondances. Oui, oui. Il est là. Et je dis, tiens, par exemple, je parle de chaman. Ouais. Je parle de sac médecine. Vous savez, les sacs médecine, c'était les petits cabas où les chamans avaient un os de roitelet et je sais pas quoi. Oui, j'ai repris ce texte, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai un creux dans ma maladie. Là, j'ai eu un moment d'éclaircie, etc. Et puis, surtout, peut-être, il y a la rencontre amoureuse d'Élodie qui m'a, comment dire, qui m'a amené l'amour que je n'avais plus peut-être pour Yvonne. Donc, il m'a permis de la prendre dans mes bras au sens propre comme au sens figuré. Elle vous a aidé à porter ce livre-là. Elle vous a aidé à accoucher de ce livre-là. Oui. Oui. Vous avez un sourire d'enfant, Pierre Michon. Quelque chose qui me fait penser aux Vies minuscules, Pierre Michon, c'est que dans les Vies minuscules, vos personnages semblaient chuter souvent. Semblaient chuter. Il y avait une chute des personnages. Et comme si un petit peu ils mouraient à eux-mêmes. À l'inverse, dans les Deux Beunes, la fin est une sorte de renaissance à eux-mêmes. J'ai l'impression. Oui, pour deux, en tout cas. Ouais. Pour l'homme, enfin ce tout jeune homme, qui parle à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme il avait 70 ans, comme s'il avait l'expérience de 70 ans, mais peu importe. Et cette femme qui, peut-on espérer, va trouver l'orgasme de sa vie. C'est une naissance, ça, finalement. C'est un début. Oui, oui. Mais ça, je ne l'ai pas assez bien dit, parce que j'ai écrit ce texte à un moment disons, d'accalmie, de rémission, dans une maladie que je traîne depuis je ne sais combien de temps. Donc j'ai fait trop vite cette fin. Mais il fallait que je l'écrive à ce moment-là, parce que j'ai un autre truc en marche, mais il y a trop de travail à faire, je n'arrive pas à m'y remettre. Mais vous le ferez un peu plus tard. Un peu plus tard. Bien sûr. Si Dieu me prête vie, je le ferai. Ouais. Est-ce que l'écriture vous a esquinté la santé ? C'est-à-dire que comme j'ai fumé au tabac toute ma vie, oui, l'écriture m'a esquinté la santé. Mais elle vous a rendu immortel aussi. Oh. Ben si, Pierre, vous êtes Ben moi je vous dis que si. J'ai la chance d'avoir en face de moi le plus grand auteur vivant. Moi j'en suis persuadé. Ben si, et je suis pas tout seul à le dire. D'ailleurs, bientôt, avec l'intelligence artificielle, on aura des chefs-d'œuvre absolus. Vous rigolez, je crois. Hein? Vous rigolez. Non. Ah non. Vous pensez vraiment ? Ah oui. Quelqu'un par exemple, qu'on gave à la fois de Borges et de Shakespeare, par exemple, on lui dit, fais un chef-d'œuvre de ce nouvel auteur qu'on va appeler Borspire, et Ça nous dépasse un peu. ça nous dépasse beaucoup.
Mais pour l'instant, je crois qu'il est plus sage de lire Les Deux Beunes. Je le conseille aux auditrices et aux auditeurs pour avoir Oui, une vraie littérature. comme j'aimerais. Mais vous savez, je pense que cette grande Beune et sa suite, c'est de la littérature pour les dames. Pourquoi ça? En général, elles sont plus échauffées que les messieurs par ce livre. Écoutez, Comme moi, ça, ça m'a fait un certain effet. Enfin, je suis pas peut-être un modèle dans le genre, mais moi, j'ai ressenti vraiment quelques picotements. Oui, moi, j'ai écrit ce livre dans le désir, tout le temps. Et comment le dire bien, c'est extrêmement difficile à dire. Le désir, c'est facile. Non, le désir, c'est difficile à dire. Mais le plaisir, je ne l'ai pas dit. Je me suis arrêté là. Dans la montée. Parce que quand il passe à l'acte, C'est ça. quand ils vont faire usage d'eux-mêmes. Parce que après, on tombe dans la pornographie, immédiatement. Ou dans cette intimité qui nous concerne moins, ou alors, là, ce qui est vraiment très réussi, c'est cette montée, la puissance du désir, ce jeu de cache-cache, l'animalité qui devient. J'avais un groin à la place du nez pour fouiller, pour chercher l'odeur d'Yvonne, un peu. J'avais un groin, comme ça, vous dites ça, il le fait... Dites ça. Attendez comment je dis la phrase. J'avais, pour ainsi dire, un groin au ras du sol. Je vous remercie beaucoup, Pierre Michon, de cet entretien, de ce moment-là partagé avec vous. Ça me fait un immense plaisir. En plus de vous voir en forme, en plus de pouvoir discuter avec profondeur de ce livre, moi, qui m'a bouleversé et remué. Et ce qui est l'inconvénient de ce livre-là, c'est qu'on a du mal à lire autre chose après. On trouve tout un peu fade. Non, vous me flattez trop. Non, je vous... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça se saurait. Je crois que ça commence à se savoir, Pierre Michon, que votre livre est une merveille. Vous disiez un jour, vous m'aviez dit, j'ai commencé par un chef-d'œuvre et c'est mon tort, avec les lignes minuscules. Je crois que là, vous avez encore un autre chef-d'œuvre. Vraiment. Ah ben alors, j'ai fini sur un chef-d'œuvre. J'arrête. Non, ils nous en font un troisième, jamais Je 203. peux mourir demain, tiens. Demain, vous allez ouvrir la montagne, vous allez voir un tout petit carreau. Hein. Pierre Michon, l'auteur creusois, est mort. Ça m'exaspère, parce que des fois, dans le dernier Nouvel Obs, l'auteur creusois a... Ah putain, mais... Si c'est un auteur du 14e arrondissement, ils disent pas l'auteur du 14e arrondissement. Ouais, oui. C'est bizarre. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Mais bon, ça nous aura donné quand même la Creuse, un auteur incontournable. J'ai pas eu. Je me demande pourquoi. On me demande si j'ai de la mystique. Cette espèce de communion avec la divinité, cette recherche d'avoir la divinité en soi. Ça ne m'a jamais effleuré. Mais je pense qu'avec les vies de un tel, vous avez suscité comme ça des parallèles avec des livres religieux. Les vies de un tel, c'était déjà un peu ancré dans le religieux. Oui, il y a beaucoup de religieux dans mes livres. Il y a du sacré, beaucoup. Mais du mystique, non. Où est Dieu alors, tiens, Pierre Michon? Dieu, c'est celui qui, après m'avoir bousillé les poumons, m'a pris cette jambe-là. Vous savez, c'est la théorie les gnostiques, vous ne connaissez pas ça? C'était des chrétiens et des juifs, mais il y avait surtout des chrétiens à Alexandrie au IIe siècle, juste après le Christ,
qui avait tout repris et qui avait dit non, non, c'est des conneries. C'est des conneries. Jésus venait bien de Dieu, mais du Dieu qui est au-dessus des puissances mauvaises qui ont créé la terre et qui la font tourner. Des dieux fous, des dieux méchants. Mhm. Non, je pense pas toujours ça. Comme dit Shakespeare, qui ont créé le monde by joke or mistake, par blague ou erreur. Je voudrais bien qu'il y ait un Dieu, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi? Il pourrait pas faire que ceux que j'ai aimés ne soient pas morts. Moi, c'est pour ça que c'était balèze le christianisme. C'est que tout à coup, c'est bizarre quand même, depuis la naissance des religions, c'est-à-dire depuis toujours, dès qu'il y a eu de l'homme, il y a eu du religieux, si on peut dire, mais de l'animisme, c'est-à-dire du contact entre les espèces, du contact comme pensée, comme s'ils pensaient tous des trucs semblables. Pourquoi, depuis ce temps-là, jamais personne n'avait dit il y a le paradis, quoi. Et c'était vaguement dans les textes juifs. Ouais. Vaguement. Les Égyptiens y avaient pensé un peu quand même. Non. Non, il n'y avait pas l'idée de monter ou de descendre ou Ils de... les équipaient Ouais. pour qu'ils souffrent pas trop. Il n'y avait pas l'idée de l'autre monde un peu meilleur ou... C'est l'autre monde. Ouais, c'est ça quand Mais même. pas ce paradis chrétien Oui, ouais. qui a balayé tout le prolétariat et les esclaves de l'Empire romain. Est-ce que c'était un concept C'était- commercial qui a bien réussi? Ah là, c'était... Attendez, c'était en or. Ah ouais. Ça a atteint l'Empire Constantin. C'est-à-dire ça a atteint le statut de religion officielle en 2 siècles. Il y a eu une intelligence comme ça. Moi, j'aurais voulu être Jésus. Ouais, carrément. Ouais. L'autre fois, c'était James Joyce. Oh, Non, plutôt Jésus maintenant. maintenant, je suis plus modeste. Cher Pierre Michon, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un prompt rétablissement. Non, Jean-Michel, c'est gentil. Un grand merci à vous, auditrices, auditeurs de Mise en Page, d'avoir suivi cette émission. Cet entretien exceptionnel avec Pierre Michon au sujet de ces 2 beunes. Les 2 beunes sont parus chez Verdier, il faut absolument vous procurer ce livre. Et vous allez éprouver un immense bonheur à lire un immense roman. Vous allez le voir, ce récit, Les 2 beunes, paru chez Verdier, il y a quelques semaines maintenant. Des chansons, il y en avait dans cette émission avec l'œuvre de Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Des remerciements, j'en ai à formuler. Merci beaucoup à Yannick Enel d'avoir participé à cette émission pour évoquer Les 2 beunes de Pierre Michon. Merci à Laura Adler. Il y a un moment parfois où les planètes sont alignées. Allez savoir pourquoi. Et puis évidemment, un immense merci à Pierre Michon lui-même, à qui on souhaite un prompt rétablissement,
que l'on a envie de revoir avec nous dans les conférences et autres, et que l'on embrasse très fort, et que l'on est tellement heureux de lire. Merci Pierre Michon. Merci beaucoup à Didier Lasséchère qui mettait en onde cette émission. À très vite dans Mise en Page pour une nouvelle émission. Très bel été à vous, il arrive. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, de reparler littérature sur vos radios préférées, Radio Vassivière, RTF Limoges, Radio Margeride, et puis sur Internet, bien sûr, partout dans le monde. Vous pouvez écouter Mise en Page, c'est merveilleux. Salut à toutes et à tous.